Le cuivre, métal brun rougeâtre dépourvu de l'éclat de l'or ou de l'argent, n'a jamais été considéré comme précieux au sens traditionnel du terme. Il n'est ni exposé sous verre, ni mis en valeur par son esthétique. Pourtant, il alimente discrètement presque tous les aspects de notre vie moderne. Il traverse les murs de nos maisons, se cache à l'intérieur des circuits imprimés, fait fonctionner les moteurs, alimente les usines, fait avancer les trains et même les satellites en orbite terrestre. Sa présence est omniprésente, mais son histoire est rarement racontée, car avant de devenir un fil électrique ou une bobine dans une machine, le cuivre n'est au départ que de simples morceaux de roche, enfouis au plus profond de lui-même. Le cheminement pour transformer ces pierres brutes et sans vie en un métal qui alimente le monde est long, exigeant et souvent invisible pour ceux-là même qui en dépendent. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous suivrons ce voyage. Des profondeurs de la Terre, au cœur de la technologie, vous comprendrez pourquoi le cuivre, même s'il ne brille pas, est devenu le système nerveux du monde moderne. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. C'est gratuit. C'est parti. Peu de gens le savent, mais le cuivre est le premier matériau à accueillir l'aube sur la torche de la Statue de la Liberté. Cette couleur verte emblématique n'est pas de la peinture. C'est une patine formée au fil du temps, un rappel silencieux de la résistance du cuivre. Depuis plus d'un siècle, ce métal discret enveloppe l'idée de liberté d'un manteau de beauté intemporel. Mais son histoire remonte bien plus loin. Au cœur de l'ancien empire aztèque, bien avant le XVIe siècle, le cuivre était plus qu'un simple objet utile. Il était sacré. Les Aztèques le transformaient en outil, masque rituel et arme cérémonielle, le considérant comme un matériau porteur de pouvoir et de sens. Aujourd'hui, le cuivre ne se trouve plus dans les temples ni sur les trônes, mais il nous entoure plus que jamais. Il est présent dans nos téléphones, alimente les véhicules électriques, relie les villes à de vastes réseaux électriques et assure le fonctionnement des usines 24 heures sur 24. Chaque année, plus de 200 milliards de dollars de cuivre sont échangés, ce qui en fait un élément essentiel de l'économie mondiale. Et contrairement à de nombreux matériaux, le cuivre peut être recyclé à l'infini sans perdre sa qualité, une caractéristique qui le rend non seulement pratique, mais aussi essentiel pour un avenir durable. De la mine au minéral, le voyage du cuivre commence profondément sous terre, où des couches de roches gardent silencieusement un trésor brun rougeâtre. Caché sous la croûte terrestre, parfois à des centaines de mètres de profondeur, se trouvent des filons de minéraux riches en cuivre, comme la chalcopyrite, la bornite ou la malachite. Selon la profondeur d'enfouissement du minerai, les mineurs choisissent la méthode la plus appropriée, l'extraire de la surface ou forer dans le sol. Pour les mines à ciel ouvert, la méthode la plus courante aujourd'hui, toute la couche supérieure de sol et de roche est progressivement retirée par étapes gigantesques. Les ingénieurs forent des centaines de trous dans le gisement, chacun de 10 à 20 mètres de profondeur, à l'aide d'énormes plateformes hydrauliques. Ces trous sont ensuite remplis d'explosifs industriels et reliés entre eux par un système de détonation électronique de précision. Une fois tout prêt, une sirène retentit pour signaler l'explosion. La détonation respecte des protocoles de sécurité stricts, provoquant la fracture de la roche dans une direction contrôlée et brisant des milliers de tonnes de pierre d'un seul coup. Immédiatement après l'explosion, d'énormes excavatrices à chenilles, équipées de godets pouvant atteindre 40 mètres cubes, commencent à ramasser les débris. Elles les chargent sur des camions lourds, dont certains atteignent près de 8 mètres de haut, chacun capable de transporter des dizaines de tonnes de matériaux hors de la mine. Couche par couche, la roche riche en cuivre est extraite et transportée. Mais lorsque le minerai se trouve plus en profondeur, les mineurs creusent un système de tunnels souterrains, entrelacés comme un réseau d'artères sous la terre, pour atteindre le gisement principal. Là, le cycle de forage, de dynamitage, de chargement et de transport se poursuit dans des espaces plus exigus et plus complexes, exigeant une précision et une habileté accrues. Le cuivre ne provient pas entièrement de mines souterraines profondes. En réalité, plus de 30% du cuivre utilisé chaque année dans le monde est obtenu par recyclage, ce qui permet de revaloriser les matériaux mis au rebut. Contrairement à de nombreuses autres substances, le cuivre peut être recyclé indéfiniment sans perdre sa conductivité électrique ni sa pureté. Câbles électriques usagés, appareils électroniques défectueux, canalisation, carters de moteur. Tous ces éléments peuvent être collectés, triés et renvoyés au four.
Dans les usines de recyclage, les déchets de cuivre sont fondus à des températures supérieures à 1000 degrés Celsius pour éliminer les impuretés. Le métal purifié est ensuite coulé en nouveaux lingots, prêts pour un nouveau cycle de vie. Ce procédé consomme beaucoup moins d'énergie que l'extraction et le raffinage du cuivre vierge, ce qui réduit les émissions de CO2 et allège la pression sur les ressources naturelles de la planète. Le recyclage n'est pas seulement un moyen de prolonger la durée de vie d'un métal durable. C'est un rappel silencieux que tous les trésors ne doivent pas être extraits de la Terre. Parfois, ils sont déjà entre nos mains, attendant simplement une seconde chance. Raffinage et transformation. Une fois extrait à la surface, le minerai de cuivre est transporté par camion lourd jusqu'à une usine de traitement située à quelques kilomètres de la mine. Le processus de raffinage commence par le concassage primaire, où d'énormes blocs, certains de la taille d'une table à manger, sont réduits en fragments de seulement 20 cm. Au cœur de cette étape se trouve un concasseur à mâchoire, doté de 2 plaques d'acier, l'une fixe et l'autre mobile, qui exercent une force de concassage pouvant atteindre 250 mégapascales, soit l'équivalent de la pression au fond de l'océan. Le minerai est chargé depuis une trémie d'alimentation de 100 tonnes, déposée sur un convoyeur vibrant, puis acheminé vers la chambre de concassage. Le système traite alors entre 1000 et 1000 tonnes de matériaux par heure. Malgré l'ampleur et la force mises en jeu, l'ensemble du processus est automatiquement surveillé et contrôlé. Des capteurs surveillent les niveaux de pression, de bruit et de vibration, agissant comme des capteurs électroniques silencieux qui détectent les matériaux indésirables et protègent les machines contre les dommages. Après avoir subi le concassage primaire à la mine, le minerai de cuivre, désormais réduit en morceaux de seulement 20 cm, est chargé sur des convoyeurs à bande ou des camions spécialisés et acheminé vers l'usine de concentration principale. Dans de nombreux complexes modernes d'extraction et de traitement du cuivre, le minerai ayant subi le concassage primaire est transporté par des systèmes de convoyeurs à bande s'étendant sur plusieurs kilomètres, reliant directement la mine à l'usine de concentration. Ces énormes bandes figurent parmi les infrastructures les plus emblématiques de l'industrie minière. Un flux mécanique continu, fonctionnant jour et nuit, transporte la matière première à travers les pentes des montagnes et les terrains accidentés. C'est là que commence le véritable processus de raffinage. À l'usine de traitement, le minerai passe par le broyage fin, où sa taille est alors réduite à une forme quasi pulvérulente. Au cœur de cette opération se trouve le broyeur à boulettes, une machine cylindrique massive de plus de 10 mètres de long, semblable à un tambour d'acier horizontal géant en rotation continue. À l'intérieur, des centaines de billes d'acier, chacune de la taille d'une orange, tournent avec un poids et une force considérables. À chaque rotation, ces billes entrent en collision avec le minerai, générant une pression et une friction intenses qui broient progressivement la roche en particules inférieures à 0,075 mm, soit environ 3 fois plus fine qu'un cheveu humain. L'ensemble du processus est surveillé de près par des capteurs qui mesurent la température, les vibrations et la vitesse de rotation. Ces données sont analysées en permanence afin d'ajuster les conditions de broyage en fonction du type de minerai traité, garantissant ainsi un rendement et une efficacité optimaux. Après avoir été broyé en fine poudre, le minerai de cuivre est acheminé vers le système de flottation, une étape cruciale conçue pour séparer les particules de cuivre des stériles environnants. Ce processus se déroule dans d'énormes cuves de flottation, remplies d'un mélange de poudre minérale, d'eau et d'une petite quantité de collecteurs, des produits chimiques spéciaux qui adhèrent sélectivement à la surface des particules cuprifères. Du fond de la cuve, des compresseurs d'air pompent en continu des millions de minuscules bulles. En remontant dans le mélange, ces bulles se fixent aux particules riches en cuivre grâce aux collecteurs chimiques et les transportent à la surface. Elles y forment une mousse dense et brillante, riche en métal, onctueuse comme de la crème fouettée. Pendant ce temps, les particules plus lourdes comme le sable, l'argile et la roche concassée, qui ne réagissent pas avec les bulles, se déposent tranquillement au fond. Un bras mécanique rotatif écume délicatement la mousse de la surface, la guidant vers un flux concentré de crème de cuivre. Chaque cuve peut traiter jusqu'à 1000 mètres cubes de boue par heure, soit l'équivalent de près de 20 piscines familiales en mouvement constant. L'ensemble du système fonctionne automatiquement et même de petits changements dans le flux d'air, l'équilibre chimique ou la température peuvent affecter considérablement l'efficacité avec laquelle le cuivre est récupéré. Même après avoir été séparé de la roche et concentré,
le cuivre n'est pas encore prêt à une utilisation pratique. Pour le transformer en métal utilisable, il doit subir une fusion, un processus à haute température où le feu, l'air et la chimie agissent de concert pour éliminer la couche minérale et libérer le métal caché à l'intérieur. Le concentré de cuivre issu de la flottation, qui contient généralement 30 à 40% de cuivre, est introduit dans des fonderies, d'énormes fourneaux industriels pouvant s'étendre sur des dizaines de mètres et atteindre des températures allant jusqu'à 1200 degrés Celsius, soit plus élevées que la lave volcanique. À l'intérieur, le matériau est chauffé avec de la silice et d'autres additifs, qui contribuent à éliminer les impuretés. Des éléments comme le fer réagissent avec la silice pour former un laitier fondu plus léger, qui flotte à la surface, tel de l'écume sur une marmite de soupe bouillante, tandis que le cuivre fondu, plus dense, se dépose au fond, sombre et lourd comme un sirop épais. Le résultat est ce que l'on appelle le cuivre cloqué, ainsi nommé en raison de sa surface rugueuse et cloquée une fois solidifiée. À ce stade, il atteint environ 98% de pureté et convient à certaines utilisations industrielles, bien qu'il ne soit pas encore prêt pour des applications nécessitant une conductivité élevée ou une finition raffinée. Avant de passer aux étapes suivantes de transformation, le cuivre cloqué doit être réchauffé dans des fours de recuit spécialisés. Cette étape permet de stabiliser la structure interne du métal, assurant un chauffage uniforme du cuivre de l'intérieur et éliminant les contraintes résiduelles de la solidification. Sous la lueur des flammes rouges intenses, les plaques massives de cuivre deviennent progressivement plus malléables, plus souples et prêtes pour la phase d'affinage finale. Après avoir été réchauffées et refroidies, les plaques de cuivre cloqué subissent leur transformation finale, l'affinage électrolytique. Dans d'immenses cuves remplies d'une solution de sulfate de cuivre et d'acide sulfurique, des anodes de cuivre brut sont suspendues en alternance avec des plaques cathodiques en acier inoxydable. Sous l'effet d'un courant continu, le cuivre des anodes se dissout dans la solution, puis migre et recristallise à la surface des cathodes, formant une couche de cuivre presque parfaitement pure. Ce processus dure entre 7 et 10 jours. Il en résulte des feuilles cathodiques, fines et plates, d'une pureté allant jusqu'à 99,99%. La référence absolue pour le cuivre utilisé dans le câblage électrique, l'électronique et les industries de haute technologie. C'est ce cuivre qui alimente nos maisons, nos téléphones et le monde qui nous entoure, même si nous le voyons rarement. Un nouvel objectif. Une fois le raffinage électrolytique terminé, le cuivre est prêt pour sa prochaine transformation. D'une pureté inégalée, il entre en phase de formage, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire des câbles, des circuits imprimés ou des composants industriels critiques. À l'usine de fabrication de câbles, le cuivre entre en phase de formage où il est étiré, aminci et préparé pour devenir un conducteur électrique. Les lingots de cuivre passent d'abord par des laminoirs à chaud pour réduire progressivement leur épaisseur. Ils passent ensuite sur des étireuses à froid, où ils passent à travers une série de matrices de diamètre de plus en plus petits. À chaque passage, le fil s'affine et s'allonge, atteignant finalement des diamètres de quelques millimètres seulement. Tout au long du processus d'étirage, le cuivre doit être recuit à des températures rigoureusement contrôlées pour conserver sa flexibilité et éviter les fissures. Une fois l'épaisseur souhaitée atteinte, le fil est recouvert d'un isolant s'il est destiné à un usage électrique, puis enroulé en grandes bobines de plusieurs centaines de kilogrammes chacune. Les câbles en cuivre fini sont alors prêts à être coupés, épicés et installés dans toutes sortes d'applications, du câblage domestique et des câbles haute tension aux micro-circuits des appareils électroniques. En Corée du Sud, l'artisanat du cuivre a une histoire millénaire, remontant à l'époque des Trois Royaumes, vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. Dès l'origine, les Coréens ont développé des techniques de fusion du cuivre et de moulage de cloches de temple, de brûle-parfums, de statues de Bouddha et d'objets cérémoniels, alliant savoir-faire raffiné et profonde croyance spirituelle. L'une des traditions les plus caractéristiques est le Bangja-yugi, une méthode unique de forgage du bronze à la main. Un alliage de cuivre et d'étain est fondu, grossièrement façonné, puis chauffé, martelé et laminé à plusieurs reprises à la main jusqu'à sa forme finale. Cette technique permet non seulement de produire des ustensiles de cuisine durables et hautement conducteurs de chaleur, mais aussi de donner au métal un éclat doré chaleureux, une qualité que les Coréens associent à la prospérité, à la propreté et à la pureté. Aujourd'hui, le Bangja-yugi
est reconnu comme patrimoine culturel immatériel national officiel. Et les ustensiles en bronze faits main sont toujours appréciés dans de nombreux foyers traditionnels coréens. Dans la culture coréenne, les objets en bronze sont plus que de simples outils du quotidien. Ils sont considérés comme un lien vivant entre le passé et le présent. Chaque marque de marteau, chaque motif subtil gravé à la surface porte l'empreinte de la tradition et reflète un profond respect pour les ancêtres. Ces objets artisanaux sont non seulement pratiques, mais aussi symboliques, préservant l'esprit du patrimoine par leur forme, leur fonction et leur savoir-faire. Des morceaux de minerais anonymes, enfouis profondément sous terre, aux fins fils de cuivre qui transportent l'électricité à travers le monde. Chaque kilogramme de cuivre est le fruit d'un processus long et complexe, impliquant une technologie de pointe, un contrôle précis et un travail humain inlassable. Ce qui peut paraître simple cache en réalité un système d'automatisation, de réaction chimique et de calcul adapté à chaque bulle d'air et à chaque fraction de pH. Merci de nous rejoindre pour explorer un métal qui semble familier, mais qui est rarement pleinement compris. Le cuivre ne se trouve pas seulement dans les fils ou les circuits imprimés. Il symbolise la façon dont l'homme a appris à façonner les matières premières pour en faire le fondement de la vie moderne. Car derrière chaque matériau familier se cache un voyage extraordinaire, où la technologie, l'homme et la nature se rencontrent de manière parfois invisible. Si cette vidéo vous a offert un nouveau regard sur ce métal discret mais essentiel, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour continuer à nous suivre.